C'était un 13 novembre, et jamais le rugueux vert sombre des collines n'avait eu ce velouté pathétique. Je me perdis volontairement sur des chemins que je me plaisais à croire inconnus, et je débouchai soudain sur un paysage clos. Je ne me souvenais pas l'avoir vue, pourtant la forêt ne m'est guère secrète. Oui, j'ignorais cet étang-là, recouvert en entier de roseaux et d'une mince couche de brume. Je l'avais d'abord prise pour de la fumée. Elle planait à la hauteur des ramures de quelques pins au tronc démesuré et nu. Interdite, je contemplais ce lieu qui m'était resté jusqu'alors invisible, caché, peut-être par des frondaisons disparues dans un incendie. La colline bordant le nord de l'étang ne portait plus que des souches calcinées et des eaux blanchies. Je respirais avec joie une odeur d'entrailles forestières. La forêt de pins est un sacrement, pensais-je. Je communie avec la forêt, je deviens la forêt. Mes bras sont ses branches, ma peau son écorce. La nature est mon plus sûr royaume. Mais un froid humide commençait à me glacer les épaules et ce fut en courant que je poursuivis ma promenade, contournant des mamelons et des creux où la nuit et l'hiver s'apprêtaient à célébrer d'étranges noces. Et je sortis de cette zone boréale, humant une dernière fois ce lait de brouillard qui la nourrissait d'une vérité de rêve. Je revins vers l'ouest. Les arbres se silhouettaient sur un ciel de feu. Déjà le crépuscule, il était à peine 5 heures de l'après-midi. J'avançais vers le couchant, vers la ville où vivait encore le jour, tandis que derrière mon dos proliféraient les occultes mousses noires, et je me disais, je suis en paradis. Mais cela ne veut rien dire, s'écrieront les gens impatients, pauvre esquisse d'une aura psychologique qui ne nous intéresse nullement. Oui, et rien ne s'est passé dans la forêt pourrissante, rien, pas la moindre rencontre, pas le plus petit viol, pas d'assassinat. Et alors ? Le lendemain, malgré le souci que me donnait mon fils cadet revenu de son collège, fiévreux, malgré les fatigues, déjà un peu effacées par l'absence que m'avait infligée la grippe de mon mari, qui menaçait de tourner en pneumonie, dont il croyait se remettre en attrapant un lumbago, et j'avais couru de la cuisine à la chambre à coucher avec des compresses d'eau bouillante, salée. Mais il était quand même parti l'avant-veille à ses affaires qui sont aussi les tiennes, affirmait-il. Malgré tout cela, je pensais oui, je suis en paradis. Et ce matin, descendu en ville pour acheter des provisions et demander conseil à la doctoresse, je suis entrée chez le cordonnier pour lui faire recoudre les serviettes de cuir de mes enfants. Cela n'a pas d'importance, s'écrieront encore les gens impatients. Oui, je suis d'accord, cela est sans doute sans aucune importance. Mais voilà, je me disais toujours que j'étais en paradis. Entré chez le cordonnier, je vis qu'il discutait avec un nain. Un nain tout pareil à ceux qu'on voit au cirque Cny ou dans les rues de Lausanne, avec le même corps difforme et la même tête écrasée derrière, à croire qu'il n'existe qu'un seul nain, mais qu'il habite tantôt ici, tantôt Lausanne, et qu'entre-temps il fait le clown chez Cny. Ce mystère-là, je ne l'ai jamais éclairci. Mais ce qui est certain, c'est que ce matin, chez le cordonnier, le nain voulait faire réparer sa vieille chaussure. Et le prix qu'on lui en demandait dépassait l'argent, le peu d'argent qu'il avait dans son porte-monnaie de faux crocodile usé. Et en attendant, je m'étais assise sur un tabouret, écoutant distraitement jusqu'à l'instant où je compris. Non, expliquait le cordonnier, je ne peux pas faire ce travail pour 1 franc. Quelques points ne suffisent pas à réparer ce soulier, c'est 4 francs. Regardez ce que je dois mettre.
Et il prenait une paire dans le tas et lui désignait les 2 bandes de cuir fauve qu'il avait fixées à l'intérieur au-dessus des talons. « Non, non !» répétait le cordonnier. Le nain souffrait et je le contemplais avec une fraternelle et respectueuse pitié. Le visage terreux et plus long que nature de perplexité, il tirait entre ses lèvres grises un bout de langue grise. Il surprit mon regard. Mais que surprit-il en réalité ? Il me fixa, une sorte de bonheur admiratif passant dans ses yeux pâles, comme un nain regarde une belle femme géante, me dis-je. Il salua, je le saluai, et il partit. Je tendis à mon tour mes serviettes de collégien au cordonnier. Il me répondit qu'il ne recousait plus ce genre de choses, qu'il fallait aller chez le sellier. Mais le sellier est fermé, c'est lundi matin. Je ne perds plus mon temps avec ces bricoles. Je sortis de l'échoppe en jurant au fond de moi « Quel salaud! Quel avare !» Il n'a même pas pu lui faire cadeau d'une réparation à ce pauvre nain. Quand me frappa l'évidence. « Et toi, pourquoi n'as-tu pas offert de la lui payer ?» Oui, c'est vrai, je n'avais pas eu assez de présence d'esprit. Encore un acte manqué. J'avais honte, et me revint en mémoire un autre acte manqué. Je revis la petite vieille. Une petite vieille sur un banc public avec une autre petite vieille. Et peut-être était-ce un jour aussi beau et mortellement doré qu'aujourd'hui. Et peut-être me croyais-je aussi en paradis. J'allais à grands pas, mais j'avais eu le temps de voir la figure de la petite vieille, et cette figure je ne peux l'oublier. Elle était rougie de larmes. Les larmes sur une face vieillie, c'est comme la sève quand elle coule des branches coupées l'automne. On ne pensait plus qu'il y en avait, et voilà qu'il y en a encore. Elle était toute charruée, cette face, de rides sanguinolentes, où se navrait un œil bleu, et je ne sais ce qu'elle réveillait en mon âme, ce qu'elle lui rappelait. Sans doute une kyrielle de petite vieille, paysanne. Pourquoi ne me suis-je pas arrêtée ? Pourquoi ne suis-je pas allée vers cet autre moi-même, vers cette intime détresse qui essayait en vain de consoler une compagne d'asile ? Ce terrible désespoir innocent, car je le devinais innocent, absolu. Je n'ai pas su lui apporter ne fût-ce qu'un signe de douceur, un sourire. Était-ce de la timidité ? Un manque de temps ? De l'égoïsme ? Le bel égoïsme quotidien, la tendre cruauté si humaine. Je me suis souvenu d'une comptine que nous chantions toujours en riant. Le nain et la vieille mouchent 3 chandelles, le nain est bossu, la vieille est branchue. Aujourd'hui, je pourrais être triste et mécontente de moi. Et vous pensez sans doute que j'ai cessé d'être en paradis. Mais il fait si bon dans la chambre boisée où j'écris cette histoire. Il y a une allée de chrysanthèmes follement fleurie devant la maison. Et les vignes dont les feuilles ne sont pas encore toutes gelées se penchent vers la plaine. Et je me répète encore, je suis en paradis.